podcast sur la ville. Ici, Guillaume Guardès au microphone en très long, différé du métro Bunker, avec un nouvel épisode qui a au sommaire des inspecteurs, des commissaires, des juges, des suspects, des voyous, des fugitifs, des rebelles, des professionnels, des Santiago, des imperméables et des bandes originales de films avec du saxophone, puisque le programme du jour, c'est un entretien dans un bistrot à Paris avec Rod Glacial, auteur du livre Polar 80, Flics, frimes et crimes dans le cinéma français des 80s. C'est paru chez l'éditeur Le Chat qui fume dans la collection Nitrate. 380 pages, environ 25 €. J'ai acheté le mien au Metal Luna Store à Paris et j'espère que cette discussion vous donnera envie à votre tour de vous procurer cet ouvrage qui fait la chronique de 300 films environ, allant de la fin des années 70 au début des années 90. Des films policiers, entre guillemets, qui ont mobilisé tout ce que la France a compté comme acteurs et actrices dans cette période que l'on retrouve au générique de tous ces films, pour des interprétations avec plus ou moins de conviction, pour rester plus ou moins à la postérité. Pendant une demi-heure, durée non contractuelle, comme d'habitude, rendez-vous avec le journaliste Rod Glacial, un passionné de musique et de cinéma, rédacteur en chef de Polar 80. Qui vous envoie? Qui? Personne. Vous allez me... On est ici dans un café, donc ça c'est assez raccord aussi avec l'ambiance qu'on va évoquer, puisque on va parler de films policiers des années 80, puis les scènes de café, à mon avis, c'est pas ce qui manque dans les... Il y a du percolateur, quoi. Il y a du manurin et du percolateur, quoi. Voilà. Avec Rod Glacial pour l'ouvrage Polar 80, Flics, frimes et crimes dans le cinéma français des années 80. Alors, comme il est toujours bon de savoir avec qui on parle, Rod, toi tu as dans ton CV une expérience, alors notamment de journaliste, spécialisé dans les sujets de marge. On peut dire ça. J'ai commencé en faisant des fanzines dès le lycée, quoi, quand j'étais en Bretagne. Donc avec des potes aussi de Bretagne, de Rennes et tout, qui était quand même un fief du punk et du hardcore dans les années 90. Et après ça, j'ai mis un moment avant de franchir le pas de la pige etc. Vis-à-vis aussi de mon passé punk qui m'empêchait de faire certaines choses. Et puis finalement, j'ai commencé à bosser pour des magazines vers 2010-2011. Et après ça, j'ai été co-rédac chef de Noisy, qui était le site musique de Vice. J'ai bossé beaucoup pour Red Bull aussi, c'était surtout sur le rap français. Et depuis 4 ans maintenant, je bosse comme programmateur pour Deezer. Donc uniquement pour le rock et le métal. Donc je fais des playlists. Les gens, ça les fait marrer quand tu leur dis que ton taf, c'est de faire des playlists. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est une partie importante du boulot et c'est assez cool. Et oui, on pense que c'est des robots qui font tout le travail, mais encore des humains, c'est tricoté à la main, les playlists. Exactement, surtout chez Deezer. Okay. Sans vendre son fromage. Voilà. Et 2 mots sur le fanzine Hey You. Tu as dit tout à l'heure que tu as hésité à passer le pas. Parce qu'il y a quelque chose qui te bloquait, mais tu fais référence à l'éthique do it yourself, qui voudrait dire qu'on n'a pas le droit de vivre de sa passion. On se met des barrières qui sont finalement un peu comment dire, pas grotesques, mais un peu too much, quoi, quand on y réfléchit et quand le moment arrive où il faut vraiment gagner sa vie et où il faut arrêter d'être un éternel adolescent. Du coup, moi, après mon fanzine qui a duré, c'était vraiment un passe-temps. J'y consacrais pas mal de temps, mais c'était pas non plus le truc que je faisais principalement. Je continuais des études et tout. Je pense que le fanzine s'est arrêté, il a duré de 2002 à 2007.
Ensuite, j'ai fait un blog qui existe encore, mais qui est mis à jour bien moins régulièrement, qui s'appelle Fluo Glacial. Et c'est dans ces années-là, donc on va dire de 2008 à 2012, que j'ai continué vraiment à ratisser les contre-cultures, que ce soit cinéma, musique, même littérature, et en essayant de faire un corpus qui avait un peu de sens et qui allait un peu dans la même direction. Et puis c'est à ce moment-là que des gens se sont intéressés à ce que je faisais et ont accepté de me faire piger pour eux. Quand les portes s'ouvrent pas, on a aussi cette tendance, venant du milieu d'où on vient, assez punk, à se dire genre je travaillerai jamais pour eux, ils me méritent pas et tout. Et en fait, quand les portes commencent à s'ouvrir, tu te dis ah ouais, il y a pas que des cons. Il y a des gens quand même qui ont un bagage intéressant, qui s'intéressent vraiment aux choses et qui sont pas là juste pour de la pause et tout. Du coup, de fil en aiguille, tu te fais des contacts et tu continues à bosser pour ces gens-là, quoi. Le fanzine Ayou que tu mentionnes, il était déjà promotionné à l'aide de citations, par exemple de Claude Chabrol. Je cite: « La bêtise est infiniment plus fascinante que l'intelligence. L'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas. » Ça, c'est toi qui l'avais utilisé back in the days. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà ce fond culturel années 80 qui te travaillait. Hein. Ouais, il y avait le cinéma à la fois, on va dire teen movie, un peu film urbain américain à la The Warriors, toute cette frange-là, film de gang, etc. Et d'un autre côté, il y avait aussi le cinéma français, post-Gabin Ventura, on va dire, toujours avec des punchlines écrites ou non parodiards et des mots cinglants, les films de Blier, des choses comme ça qui étaient vraiment inhérentes à une culture littéraire française, quoi. Et moi, oui, ça m'a toujours parlé. Je voyais ça à la télé quand j'étais gamin. Évidemment, ça te marque. Tu t'en retiens. Il y a des choses que tu mets volontairement sur le côté, genre des trucs très rasoirs de la culture française qui prend un malin plaisir à toujours nous balancer la même chose, quoi, depuis des décennies. Mais il y a des choses qui restent dans le temps, quoi. Tu peux pas tirer un trait sur tout et il y a vraiment du bon dans ce cinéma-là, que ce soit Chabrol ou d'autres, ouais. Est-ce que tu peux aller au-delà de la coquetterie et nous donner ton année de naissance ? 86. 1986. Alors je te pose la question parce que j'ai bien remarqué que l'ouvrage dont nous allons parler s'appelle Polar 80, que tu es DJ au sein de France 80 et que tu es curateur, on peut dire comme ça, d'une chaîne Vimeo qui s'appelle Club 80. Je suis pas grand psychologue, mais il me semble déceler une obsession, non ? Ouais, c'est... En fait, déjà, justement, ce dont je viens de dire à propos du fait que la culture populaire française nous rabâche sans arrêt la même chose depuis des années, c'est le cas en majeure partie des années 80. Où, quand on parle des années 80, c'est toujours la même chose, c'est Émile et Images, c'est le Club Dorothée... C'est vraiment des trucs très gnangnan, infantilisants, ou qu'on prend vraiment avec du second degré, avec ironie. Et moi, le parti pris que j'avais, en premier avec le pote avec qui j'ai monté France 80, c'était de se dire, en fait non, il y a des très bons trucs qui n'ont jamais été exhumés de ces années-là. Des phases B, des groupes inconnus, des groupes de un single, des auteurs de un single, etc. Et qu'il fallait, et qui avaient souvent un truc intéressant à ressortir, quoi. Et on avait envie, de proposer une image différente de cette décennie-là, quoi. On faisait des soirées, j'ai fait beaucoup de playlists et de mix. Ça correspondait aussi avec le cinéma de cette époque, qui avait un film sur deux, une scène dans une boîte de nuit, un bar, une discothèque, et qui était toujours hyper marrante, très décalée, grotesque. Et avec Club 80, la chaîne Vimeo, je voulais ressortir tout ça et me consacrer que à ces petites parenthèses des films
qui montrait des boîtes qui existaient déjà ou des boîtes fictives et comment le cinéma populaire de l'époque fantasmait les endroits branchés. Et France 80, c'était aussi ce moyen de faire un lien entre la culture populaire et les trucs plus branchés de l'époque. C'est pour ça que pour moi, cette décennie-là est importante. C'est la fin de plein de choses aussi, quoi. Désolé, j'ai peut-être été un peu long. On est là pour aller au fond des choses et je propose même qu'on enfourche la machine à remonter le temps pour aller dans cette époque où Galabru pouvait rencontrer Pacadi dans une boîte de nuit, cette époque des polars des années 80. En fait, et d'ailleurs le livre Polar 80 que tu diriges fait remonter précisément ce style plutôt à la fin des années 70, si on est précis. Ouais, t'as un courant qui est amorcé à partir du milieu des années 70 avec des films un peu plus violents, un peu plus nocturnes, un peu plus urbains, comme on va dire que Peur sur la ville de Henri Verneuil est un peu une matrice de pas mal de films du genre après. Ouais, vraiment 79, t'as les premiers exemples de films qui, comme Les Chiens ou Série Noire aussi, qui mettent en valeur des gens, des contre-cultures, des Hells Angels par exemple pour Série Noire, des gens branchés de discothèques dans des films adaptés de Lausier, le BDiste ou de ce genre de personnes-là. Que ce soit d'ailleurs dans le polar et la comédie. Mais moi, le polar, c'est le genre qui m'intéressait le plus, quoi. Ces deux genres sont les plus prolifiques de l'époque, de toute façon. Ouais, c'est là... Tous les gens, tous les acteurs connus et reconnus aujourd'hui ont fait des polars et des comédies au début de leur carrière, dans les années 70 et début 80. Donc c'est ça aussi qui était amusant en bossant sur le bouquin Polar 80, c'est de découvrir à quel point tout le monde, sans exception, a donné là-dedans, que ce soit côté flic, côté voyou, figurant... Jean-Claude Van Damme était figurant dans Rue Barbare, par exemple, et avant d'avoir une once de carrière, on le voit déjà dans un film français. Il y a vraiment des trucs marrants autour de ce genre-là, quoi. Frappe-moi si t'as tellement envie de cogner. Frappe! Et il y a aussi un transfert des recettes made in USA à la France, c'est-à-dire une influence majeure de la production américaine, nord-américaine. Ouais, bien sûr. T'as des films comme Taxi Driver, L'Inspecteur Harry, même Cruising. Ouais, même les films de gang comme les Warriors et tout. T'as à chaque fois, pour chaque film, on va dire que t'as 5 copies made in France, plus ou moins réussies. Ou Un justicier dans la ville aussi, surtout avec Bronson, le thème de l'auto-justice et tout, c'est un truc qui a été importé un peu des États-Unis, un thème cinématographique, mais qui existait aussi en France dans les faits divers, tu vois. Genre des gens, depuis les exemples des films d'Yves Boisset avec Dupont-Lajoie et tout, il y avait quand même un climat assez sombre, souvent en France, lié au racisme, à l'injustice sociale, qui faisait déraper souvent des gens comme ça, quoi. Tu interviews l'acteur de Train d'enfer qui incarne l'arabe qui se fait tabasser. Hein. Ciné, ouais. Le film de Roger Hanin. Ouais.
C'est marrant parce qu'il revient sur la scène très longue de l'agression et il dit en fait que c'était même pas la violence physique de la scène qui était la plus dure à vivre, c'était quand il rentrait, c'était les insultes qui étaient dans le scénario, et quand il rentrait chez lui le soir, il était lessivé, quoi. Le mec, il en pouvait plus, et c'était très dur. Je cherche son nom pour lui rendre justice. Voilà. On va le citer, hein, c'est Amou Graya. D'ailleurs, qu'il était même pas au casting du film sur l'affiche quand le film est sorti. Donc, invisibilisation déjà. Double peine pour lui, le pauvre. La signature d'une époque, à un moment, je crois que le livre dit ça, au sujet des polars, au sujet de cette décennie. Mais moi, alors je suis pas un grand amateur de télévision, mais quand je regarde ce que propose la télévision, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, sous forme de fiction, téléfilms notamment, des meurtres, des corps emballés, de la police scientifique qui fait des relevés. J'ai l'impression que l'amour du meurtre, mort en Moselle, meurtre en Corse, assassinat dans le Jura, il n'y a que ça. On visite la France par le biais de la police judiciaire et de la gendarmerie. Ce goût-là n'a pas disparu. Non. Les gens ont plus de moyens et sont beaucoup plus réactifs qu'à l'époque pour traiter de ce genre de faits divers et d'affaires. C'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de mettre des petits récaps de l'actu, toujours confondu, que ce soit actu sociale, politique, policière, faits divers, culture, faits divers aussi. Là, il y en a un du meurtre de la voisine qui dépaisse sa meilleure amie. C'était à Tours, ça. Ça n'a pas été adapté, mais il y a des trucs vraiment très sordides. C'est pour ça aussi que cette période m'intéresse particulièrement, c'est que vers 88-89, tout ce genre-là est récupéré. Le polar est vraiment... c'est les chaînes de télé qui produisent les films qui ont leur mot à dire là-dessus. Et surtout, la plupart des projets de films se transforment en séries. Donc t'as Navarro, c'est un cas d'école du genre, quoi. Et à partir des années 90, c'est complètement un autre délire. T'as énormément de séries policières. Il y a beaucoup moins de production dans le genre en France. Et ça n'a pas cessé depuis cette époque. On compte plus le nombre de séries policières, toutes chaînes confondues, et qui est maintenant doublé avec la fascination pour le true crime qui vient encore une fois des États-Unis et qui est alimenté grassement par Netflix aussi. Par exemple, le truc sur l'affaire du petit Grégory, tu vois, et évidemment, je pense que c'est un des trucs qui a été le plus regardé sur la plateforme, parce que t'as pas besoin de broder beaucoup autour, tellement les histoires sont sordides. Tu vois, juste replacer les choses dans leur contexte avec une mise en scène dramatique comme ils savent le faire. Évidemment que ça marche et que ça fascine les gens.
Mais maintenant, ouais, quand je regarde la télé, je la regarde pas souvent, mais à n'importe quelle heure, sur n'importe quelle chaîne, je zappe, il y a que des... Tu tombes sur 3 ou 4 séries, émissions d'affilée qui traitent de faits divers, de meurtres, de trucs comme ça, quoi. Ah ouais. Quelle époque. Toujours à la morbidité, quoi. Alors à propos de regarder des films sur les écrans, j'ai remarqué que l'illustration de chaque film, l'iconographie faisait appel non pas forcément à une image forte du film, mais au générique, c'est-à-dire le moment où le titre du film apparaît par le biais du banc-titre sur au générique, au début. Et je trouve qu'il y a un côté séance de télévision ou de cinéma à la maison, et avec la projection dans le cadre familial, ou même en direct à la télévision, sur les chaînes de TF1, Antenne 2 et France 3, et ce côté où on dit ça commence, ça y est là. Et là tout le monde arrête de faire la vaisselle ou on sort des toilettes en courant, puisque au moment où le générique apparaît, ça commence le film avec musique du logo UGC, du logo Gaumont, faut se précipiter dans le canapé, ouais. Donc vous avez fait de nombreux arrêts sur image. Ouais, je le faisais sur mon blog depuis longtemps, et je trouvais que le côté, ça apportait vraiment un cachet. Surtout que les polices des films étaient toujours assez travaillées, assez spéciales, toujours avec une volonté d'impact et tout. Et aussi, c'était un choix qui semblait évident parce qu'on avait choisi de ne pas publier d'affiches. Aucune affiche n'a été publiée dans le bouquin. Pour des questions de droit à l'image et tout. Du coup, ça m'a renforcé dans l'idée de garder la mise en page comme ça. La mise en page qui existe, que j'avais prévue depuis longtemps, quoi. On avait fait le choix de mettre que des photos d'exploitation et pas d'affiches. Alors, il y a un index des acteurs et des réalisateurs. Par contre, c'est le moment un peu critique, attention, il n'y a pas d'index des films. Il faut parcourir le livre. Ah, ils sont au début, mais il faut connaître l'année de sortie. Ah oui. C'est vrai, j'ai hésité un moment, j'y ai pensé. Alors, ma deuxième remarque, c'est que je me suis aperçu en lisant, c'est pour ça que j'ai employé l'expression ouvrage dirigé par Aude Glacial, que tu n'es pas le seul à écrire. Et il y a des collaborateurs. Par contre, ils ne sont guère présentés, hein. Juste leur nom entre parenthèses au début, c'est un petit oubli ou tu as voulu t'imposer comme un commissaire principal? Exactement, l'inspecteur. Ils se sont remerciés à la fin, mais ouais, quand j'ai commencé à bosser vraiment sur le livre, genre en espèce de qualité de rédac chef, je balançais quelques titres de films et les gens, mes 4 collaborateurs choisissaient si ça les intéressait de chroniquer tel ou tel film. Chacun avait plus ou moins sa spécialité. T'en avais un qui était un peu plus spécialiste de Belmondo, un autre qui était plus cinéma nouvelle vague ou cinéma d'auteur fin 80. Donc je savais à peu près quoi donner à qui. Et surtout, je voulais en fait que il n'y ait pas beaucoup de chroniques d'un même rédacteur qui se suivent pour aérer un peu, parce qu'on a chacun des marottes différentes et on va s'attacher à des détails. D'autres vont être plus dans la technique, d'autres le scénario, l'acting, le côté littéraire, l'adaptation. Il y a vraiment 100 angles possibles pour aborder un film, mais il fallait toujours que que ça aille vite, que ce soit du tac au tac, et je voulais surtout pas d'un bouquin trop universitaire ou trop écrit, quoi. Je voulais que ça fasse plus parler. Oui, ça fait oral, en tant que lecteur, je te rassure. Oui, bien sûr. Et quand tu mates un film, toi, dans ta vie, ou c'est peut-être pas systématique, mais comment ça se passe? Tu as systématiquement un carnet de notes à côté, une punchline t'interpelle, tu appuies sur pause? Ouais, je fais souvent des photos, des captures d'écran quand un truc me fait marrer. Mais ouais, j'ai cette manie-là de toujours penser, un peu moins maintenant. C'était plus le cas quand j'updatais assidûment Fléau Glacial, où là, je
faisait beaucoup de captures en même temps que les chroniques. Et là, ouais, c'est plus comme ça, ici et là, quand je vois un truc qui me fait marrer, qui m'interpelle, j'essaie de le sauvegarder, quoi. Ouais. Alors, commissaire, vous qui le connaissez bien. Vous êtes marrants, les enfants. Je l'ai toujours vu qu'à la verticale, cet enfoiré. Sinon, je te le jure, David ne fait rien, je lui déclenche une violence comme il n'en a jamais vu en France. S'ils veulent des brigades rouges ou une bande à Valère en France, Non! Je suis un spécialiste de la nitroglycérine. Qui ne me pousse pas à bout! Est-ce que tu as regardé des films sur un outil qui s'appelle le magnétoscope? Certains, ouais. Donc, il y en a. Bon, je pense que maintenant, entre la rédaction du bouquin, qui s'est grosso modo fait principalement entre 2016 et 2018, et aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui ont été rendus dispo sur des sites de piratage, français ou russes d'ailleurs. Faites pas ça à la maison, chers auditeurs. Aucun. Et du coup, ouais, il y a pas mal de trucs que j'ai vus en VHS qui maintenant ont été numérisés et tout. Mais ouais, je pense que... VHS RIP. Voilà, exactement. Souvent, c'était aussi des TV RIP parce qu'il y avait des chaînes comme Cinéma Polar et tout qui rediffusaient des films vraiment oubliés et qui n'étaient même pas réédités ni en DVD ni ailleurs. Et tu pouvais trouver des rips comme ça avec le interdit aux moins de 12 ans, le logo de la chaîne en haut à droite. Mais ouais, on va dire dans un quart des films, j'ai quand même acheté beaucoup de VHS à un moment, ouais. Il y a, on l'a dit, des interviews de réalisateurs, d'acteurs, etc. qui viennent rythmer comme ça chaque année de la décennie. Et qu'en est-il de l'accessibilité de certains? Prenons quelqu'un de connu comme Thierry Lhermitte. On lui fait une proposition, un projet un peu obscur peut-être. Il se fait prier ou c'est pour lui une époque agréable à évoquer? Ouais, il était hyper détendu. On m'avait dit que c'était quelqu'un d'assez cool et tout, donc j'ai pas été surpris plus que ça, mais c'était un moment assez chouette. Il n'avait pas grand chose à dire aussi, il faut reconnaître. C'est un peu le double tranchant. Parce que j'ai eu pas mal d'interlocuteurs qui sont interviewés, soit qui ont passé l'âge d'or de leur carrière, donc qui se livraient vraiment facilement et qui n'hésitaient pas à taper sur d'anciens collègues ou d'anciens réals. Et d'autres qui ont tout simplement jamais accepté de répondre, qui s'ont renvoyé la balle d'agent à agent et que j'ai jamais pu avoir, comme des mecs comme Richard Berry ou Tchéky Cario, même Lanvin, j'ai failli l'avoir, mais ça s'est pas fait finalement. Mais après, tu vois, je regrette pas parce que je me dis, ou des mecs comme Daniel Auteuil ont vraiment je sais pas si c'est une haute image d'eux-mêmes, mais ils font vraiment gaffe à leur image. Donc, évidemment, il y a des questions, je suis sûr, sur lesquelles ils n'auraient pas accepté de répondre. Et finalement, je me dis, avoir des seconds couteaux ou des mecs vraiment artisans du genre comme des réals, ils avaient beaucoup plus de choses à dire que eux. Je suis sûr que ça aurait été déceptif. Et après, le cas de l'ermite, c'était chouette parce qu'il avait vraiment beaucoup de recul et il n'hésitait pas à dire « Ah ouais, ça, c'est une belle merde. J'ai fait des merdes, mais la vie continue. » Genre, c'était marrant à faire à l'époque, on était tous naïfs, on débutait tous, et on a tous voulu être Al Pacino ou être, tu vois, De Niro, et finalement, ouais, ça a donné des trucs, des films surréalistes qui ont plus ou moins mal vieilli, mais voilà, les gens ont survécu, et c'était... Mais pas sûr que Daniel Auteuil soit à l'aise pour parler de l'Arbalète aujourd'hui, comme Thierry Lhermitte l'était pour parler d'Un été d'enfer, qui est son nanar ultime, quoi.
J'ai plus de cam. Je suis pas venu pour la cam. Démarre. Qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Il deal? Il touche à tout, la drogue, gonzesse. J'ai fait une fois un coup avec. J'ai laissé pisser. Il n'y a pas de limite avec ce mec. Le fou, drogué intégral. Tu comprends ça? Au début, il fait un cadeau. 1 gramme, 2 grammes. Et puis après, elles ont pas de fric, tu comprends? Et quand il faut rembourser, 20 000, 30 000, ben elle tapine, mon pote. Valérie, ce qu'elle a fait. Ouais. Charlie, tu sais où il habite? Non. Mais je sais y aller. Ok. C'est là qu'on va. Alors sans rentrer dans cette notion de fameuse radiographie de la société française qu'on peut lire à travers les films de flics à la télévision, il y a une image du flic qui évolue. Hein. Ouais. Cette décennie années 80, pour reprendre un titre célèbre, c'est flic ou voyou. Il y a cette confusion des genres. Et aujourd'hui, on entend parler de flics dont le comportement est parfois qualifié de racaille. On ne fait pas la différence de savoir qui est qui. Donc cette problématique, elle existe encore, quoi. Pour peu que cet aspect des choses t'intéresse, hein, je veux dire, le côté plus social, politique presque. Bon, on le voit bien. Par exemple, un film comme Bac Nord aurait pu sortir à la fin des années 80. On est dans les mêmes problématiques, des flics qui se tirent la bourre entre eux, qui font des plans de leur côté, qui essaient d'arriver à leur fin par des moyens biaisés et hors la loi. Et d'un autre côté, une menace qui fait frémir le reste du pays, mais dont on tait le nom, etc. On va dire, les années 70 restent, on est encore dans le flic très patriarche et posé, qui fait un peu autorité. Et oui, au courant des années 80, le paradigme change complètement et on ne sait plus qui est flic, qui est voyou, qui on doit croire, avec des problématiques sociales qui sont de plus en plus mises en avant. Et par exemple, cette transition-là va s'opérer. Les films policiers du début des années 90 sont beaucoup plus sociaux. Tu vois, les flics font un peu du taf d'assistante sociale. Un film comme Le Petit Criminel avec Gérard Thomasin et Richard Anconina, c'est le flic a le rôle du père, de l'assistante sociale et n'est plus juste un mec qui applique la loi, quoi. Mais bon, il a fallu, pour arriver là, passer par du Belmondo, du Delon, du Claude Brasseur et plein de mecs qui faisaient n'importe quoi. Bonjour. Charmant chez vous. Mais quand il faut y aller, faut y aller. L'ennui? Permettez? Oui. À quoi jouez-vous? Aux gendarmes et aux voleurs. Je joue une mi-temps dans chaque camp. Eh bien, ce sera ma dernière question. Comme ça, au débeauté. Si je te dis ACAB, tu réponds quoi? All Cops Are Badass, non? J'attendais All Cops Are Belmondo, mais c'est bon aussi. Eh bien, merci, Rod Glacial, un livre que tu as dirigé, qui s'intitule Polar 80, qu'on peut s'offrir à soi-même, hein, qu'on peut offrir à sa maman si elle est fan de Miu Miu, à son papa s'il est fan de Bébel, et son tonton s'il est fan de Lanvin, de Gérard Lanvin.
Merci d'avoir été à l'écoute. Le livre Polar 80, flic, frime et crime dans le cinéma français des 80s, dirigé par Rod Glacial, est disponible chez l'éditeur Le Chat qui fume dans la collection Nitrate. Ce podcast est produit par le label Metro Beach et vous trouverez sur mon site perso les liens et autres infos utiles en lien avec cet épisode. Tout ça, c'est en ligne sur guardes.fr. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez le partager, vous pouvez le commenter aussi, puisque je lis tous les commentaires. Vous pouvez vous y abonner et vous pouvez aussi le noter en attribuant des étoiles. Je crois que c'est des étoiles. Merci de contribuer ainsi, en tout cas, à sa propagation par le bouche à oreille ou le bouche à oreille numérique. Je vous dis à très bientôt sur les plateformes d'écoute numériques, donc, ou dans la vraie vie, dans un bistrot, attablé pour une nouvelle conversation. Écoute, tu ne m'as pas parlé, tu ne sais pas où je suis et tu ne m'as pas vu, d'accord ?